Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour vous intéresser donc au Proche et au Moyen-Orient. On parle souvent de l'Orient compliqué. C'est une phrase du général de Gaulle. Je pars en Orient, vers l'Orient compliqué, avec des idées simples. En fait, il ne faut pas avoir trop d'idées simples. Le général de Gaulle n'avait pas toujours raison, loin de là. Il ne faut pas toujours avoir des idées simples, et l'Orient n'est pas si compliqué. Mais il faut avoir des grilles de lecture. Et puis, il faut travailler un peu. Parce que si on a une vision superficielle, si on se contente de regarder le 20h de TF1, de feuilleter le Figaro, voire de zapper sur BFM, c'est fichu. On ne comprend rien à l'Orient. Et on ne comprend rien particulièrement à ce qui s'est passé ces dernières années, qui est tout à fait essentiel. C'est premièrement la guerre en Syrie, qui est un tournant extraordinaire. Et deuxièmement, la situation en Iran. Ce sont les deux pôles extrêmement chauds du Proche-Orient. Et pour les comprendre, il faut analyser les choses d'une façon bien précise. La première diapo, c'était une carte géographique toute simple avec les différents pays. Si on se contente de montrer les différents pays, on s'aperçoit que la Syrie est limitrophe de la Jordanie, de l'Irak, de la Turquie. Ça explique un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas la grille de lecture pour comprendre ce qui s'est passé. Pour comprendre ce qui s'est passé en Syrie, ce qui se passe en Iran, et ce qui se passe d'une façon générale au Proche-Orient, la première grille de lecture essentielle est religieuse. Tout est religieux, de toute façon. En géopolitique, particulièrement. En géopolitique, les religions jouent un rôle essentiel dans la naissance des conflits et dans la poursuite de ces conflits. C'est particulièrement vrai au Proche-Orient. Vous avez là une carte qui vous montre la différence entre les pays musulmans chiites et les pays musulmans sunnites. Car vous savez que malheureusement les chrétiens sont divisés, mais fort heureusement les musulmans aussi. Et leur division n'est pas moindre que la nôtre, elle est même d'une certaine façon bien pire. La division de l'islam entre sunnites et chiites, qui dure quasiment depuis l'origine, ne s'éteindra jamais. Elle est fondamentale. Elle part d'ailleurs des racines mêmes de l'islam, de la succession de Mahomet. La succession de Mahomet a été extrêmement violente. Elle a été l'objet de règlements de compte sanglants et finalement d'une division entre ces deux religions qui sont l'islam chiite et l'islam sunnite. Cette différence, cette division au sein de l'islam est fondamentale pour comprendre ce qui s'est passé en Syrie. Regardez bien. En vert, ce sont les pays sunnites. On part de la Turquie, la Syrie, dont la population est majoritairement sunnite. En Turquie, le pouvoir est sunnite. En Syrie, la population est majoritairement sunnite, mais pas le pouvoir. Et tout vient de là. La guerre vient de là. Ensuite, vous avez la Jordanie, pouvoir et population sunnite, et l'Arabie saoudite, la Mecque du sunnisme, par définition. L'Égypte, le Yémen, pays sunnites. Et en rouge, vous avez les pays chiites. Le grand pays chiite, c'est l'Iran, depuis l'origine. Ensuite, vous avez l'Irak, population majoritairement chiite, dont le pouvoir a été sunnite un certain temps, du temps de Saddam Hussein. Mais maintenant, c'est un régime chiite. La Syrie, qui rentre un petit peu finalement dans l'arc chiite, puisque son régime est proche du chiisme. Pour vous résumer, vous tracez un axe nord-sud, c'est l'axe sunnite. Vous tracez un axe est-ouest, c'est l'arc chiite. Cette compétition explique une grande partie des conflits du Proche-Orient. Parce que, sentez bien, il y a un hiatus. Le hiatus, c'est la Syrie. Les sunnites rêvent d'une unité nord-sud. Or là, il y a une population majoritairement sunnite, mais un régime chiite. C'est insupportable. Il faut abattre ce régime pour avoir un vrai axe homogène nord-sud, sunnite. Vous me suivez? De l'autre côté, à quoi rêvent les chiites? À un axe est-ouest complet. L'Iran
veut mettre la main sur l'Irak, parce que l'Iran est la plus grande puissance chiite. C'est une très grande puissance, l'Iran. Et donc, son rêve, c'est de mettre la main sur l'Irak, de garder la Syrie et de mettre la main sur une partie du Liban. Le Liban, lui, est un peu chrétien, un peu sunnite, un peu chiite. C'est pour ça que le sud du Liban est en rouge, parce que là, vous avez un mouvement qui s'appelle le Hezbollah, vous avez sûrement déjà entendu ce mot-là, qui est la milice chiite libanaise, armée et payée par l'Iran. Cette compétition de l'axe nord-sud sunnite et de l'axe est-ouest chiite est la cause de la guerre en Syrie, est la cause de la majorité des conflits qui se passent aujourd'hui au Proche-Orient. Cette grille de lecture, il faut la retenir, elle est essentielle. Deuxième grille de lecture, mais moins importante, les ethnies. En vert, les Arabes. En jaune, c'est en jaune, oui? Oui. Les Turcs. Alors les Turcs, ils sont turcs. Alors on peut dire turkmènes. À l'origine, le nom savant, c'est Seldjoukides. Ce sont ces tribus venues d'Asie centrale, qui ont conquis la Turquie et exterminé les Arméniens et tous les chrétiens qui se trouvaient en Turquie. Les Iraniens ne sont ni des Arabes, ni des Turcs. Ce sont des Perses, vous avez appris ça. Et puis là, vous avez en jaune les Kurdes, les seuls qui n'ont pas de pays dans l'histoire. Si on avait le temps, on approfondirait, mais s'ils n'ont pas de pays, c'est bien de leur faute. Donc c'est une deuxième grille de lecture qui est moins essentielle que la grille religieuse, mais qui a sa part quand même. Le fait que la Turquie ne soit pas arabe et que l'Arabie saoudite soit arabe est une source de tension aussi. Un petit mot sur les chrétiens, forcément. Ça ne va pas très fort, vous le savez. Vous avez en rouge ce qu'ils représentaient au début du siècle, mais pas 2000, 1900. Au début du XXe siècle. Et vous voyez, la conjoncture n'est pas très favorable, la courbe n'est pas très favorable. Au Liban, vous aviez 55% de chrétiens en 1900, aujourd'hui 36%. Ça reste bien, 36%. Mais quand on pense qu'ils étaient majoritaires, la raison est liée à l'immigration, bien sûr, aussi à la natalité. Les musulmans font plus d'enfants que les chrétiens. Ça se paye un jour. La démographie, c'est une des explications fondamentales des évolutions géopolitiques. En Palestine, il y en avait 10%, il n'y en a plus que 2. En Turquie, il y en avait 20%, il n'y a plus que 0,1. Là, ce n'est pas la démographie, c'est le génocide. Les Turcs ont exterminé les chrétiens qui se trouvaient en Turquie. Il ne faut jamais oublier ça. En Syrie, il y en avait 20%, il n'y en a plus que 7%. En Irak, de 3 à 2%. Donc vous voyez, la situation n'est pas florissante, mais, perdons pas tout à fait espoir, quand on va au Liban, on sent bien qu'il y a une présence chrétienne encore très forte, très active. Et en Syrie, le fait que le complot pour renverser la Syrie et toute la guérilla islamiste venue du monde entier pour abattre ce régime a échoué, va permettre de sauver les chrétiens de Syrie. Si les islamistes avaient pris le pouvoir en Syrie, bien sûr, c'était un grand massacre. Alors, comment tout cela a commencé? Ça a commencé en 2011. 2011, les printemps arabes. Vous vous rappelez peut-être de ça. C'est-à-dire que tout à coup, il y a eu une révolution qui est partie de Tunisie. C'est pour ça que je vous ai mis la photo du petit dictateur tunisien de l'époque qui s'appelait Ben Ali, qui était ami avec Sarkozy et qui croyait naïvement qu'être ami avec les dirigeants occidentaux, ça pouvait servir à quelque chose. Mais non, en cas de difficulté, ça ne sert à rien. Et donc Ben Ali s'est fait évidemment lâcher par Sarkozy et par tous les dirigeants occidentaux. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011 en Tunisie? C'est de là que sont partis les printemps arabes. Ça part d'un petit marchand de légumes, figurez-vous. Un petit marchand de légumes dans un petit bled du centre de la Tunisie. Et ce petit marchand de légumes, un matin, la police vient le voir et lui dit « T'as pas l'autorisation de vendre tes légumes. » Bon, en fait, il n'y avait pas besoin d'autorisation, il fallait juste un bakchiche. Parce que dans ces pays, la corruption est endémique. Et puis, soit il n'avait plus d'argent, soit il était mal luné ce jour-là, le petit marchand de légumes a refusé de donner le bakchiche aux policiers. Les policiers ont confisqué les légumes
et sont partis, laissant le pauvre malheureux avec rien du tout. Il s'est débattu pendant quelques jours pour récupérer au moins sa marchandise, il est arrivé à rien, et il a fini par s'immoler par le feu sur la place de la petite ville. Et comme tout le monde en avait assez de donner des bakchiches à tous les fonctionnaires de cette petite ville, eh bien, ce suicide par le feu a engendré une révolte qui s'est étendue dans tout le pays. Pourtant, la dictature de Ben Ali, ce n'était pas la pire. Ben Ali était un dictateur musulman, bien sûr, sunnite, parce qu'en Afrique du Nord, ce sont presque que des sunnites, corrompus, mais c'est un pléonasme dans ces pays-là. Et donc, évidemment, il était immensément riche et son peuple l'était beaucoup moins. Les Tunisiens vivent bien dans les villes, dans les campagnes, c'est une misère totale, avec un chômage monstrueux. Et c'est une des raisons pour lesquelles la Tunisie est le pays qui, à proportion de sa population, a donné le plus d'islamistes à Daesh, le plus de combattants à Daesh en Syrie. C'est la Tunisie qui était le pays le plus représenté. Donc la révolte est partie de là. Et le régime tunisien s'est effondré comme un château de cartes. Et donc Ben Ali exit. Contagion à l'Égypte. Moubarak fait la bise à Bernard Kouchner, comme si ça servait à quelque chose de faire la bise à Bernard Kouchner. Et puis Sarkozy, qui veille au grain. Et donc, évidemment, Moubarak s'est fait lâcher par ses compères, Sarkozy et Kouchner. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? La même chose qu'en Tunisie, contagion. C'était qui Moubarak? Un dictateur, musulman, sunnite, corrompu. Exactement comme Ben Ali. Mais ces deux dictateurs, Ben Ali et Moubarak, avaient une qualité, c'est qu'ils n'aimaient pas les islamistes. Et donc avec eux, il n'y avait pas d'islamisme. En Égypte ou en Tunisie, si, il y en avait. Mais il était réprimé. En Tunisie, il n'y en avait pas énormément. C'est cette révolution qui va engendrer la naissance d'un islamisme fort en Tunisie. Historiquement, il n'y en avait pas beaucoup. Quand on se promène d'ailleurs dans les rues de Tunis, avant la révolution surtout, il y avait très peu de femmes voilées. C'était assez occidentalisé, assez européanisé. Les terrasses des cafés étaient pleines. Et il n'était pas rare de voir un certain nombre d'hommes, arabes, tunisiens, boire des verres de vin. Aujourd'hui, c'est fini. Mais il y a encore 15 ans, c'était le cas. Pareil au Caire, d'ailleurs. Il y a des photos incroyables du Caire dans les années 50, 60, 70, avec les Égyptiennes, pour la plupart non voilées, et les terrasses des cafés pleines où les gens boivent de l'alcool. C'était le bon temps. Et donc, en attendant, les printemps arabes se répandent également en Égypte. Et là, c'est pas comme en Tunisie. En Tunisie, il n'y avait pas d'armée. Il y avait une police nulle et corrompue. Le peu d'armée, c'était pareil. Ce sont des gens qui ne valaient rien sur ce plan-là. Rien. Ce n'est pas du tout le cas en Égypte. En Égypte, le pouvoir est contrôlé par l'armée. Et l'armée a lâché Moubarak. Pourquoi l'armée a lâché Moubarak? Parce que les États-Unis ont dit à l'armée de lâcher Moubarak. Parce qu'ils considéraient que c'était trop compliqué de le garder, trop discrédité dans le pays. Et donc, dans les deux cas, vous avez eu après 2 islamistes qui sont arrivés au pouvoir. L'armée égyptienne s'est fait avoir comme rarement. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée avec un gars qui a gagné les élections, qui s'appelait Mohamed Morsi, et le pire, c'est qu'il n'y a pas eu besoin de tricher pour les gagner. Il a gagné les élections. Un islamiste. Pourquoi il a gagné? Il a gagné parce que, pendant qu'eux s'enrichissaient par milliards, vous n'imaginez pas la fortune de ces gens-là, ils ont détourné l'argent de leur pays. Eh bien, dans les villes, les gens se débrouillent à peu près, mais dans les campagnes, la misère est très profonde. Surtout quand il y a eu les premiers attentats islamistes il y a 15 ou 20 ans, et que le tourisme s'est arrêté. C'était dans beaucoup d'endroits la seule source de revenus. Et dans les endroits qui ne sont pas des zones touristiques, en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de revenus possibles. Donc, dans cette misère totale, c'est évidemment un terreau formidable pour les islamistes. Et surtout, ces gens-là, ils sont ce qu'ils sont monstrueux, mais ils travaillent. Quand on travaille, ça donne des résultats. Et donc, ils avaient, dans des centaines, des milliers de petites villes, de villages d'Égypte, c'est eux qui tenaient le service social. Il y avait des bénévoles qui étaient là, tout le temps, qui chassaient les chrétiens, qui chassaient ceux qui n'étaient pas complètement islamistes, qui obligeaient les femmes à revêtir un voile et qui distribuaient nourriture, argent, pas beaucoup d'argent,
mais en tout cas suffisamment de nourriture pour faire vivre les familles. Et d'où venait l'argent, notamment d'une confrérie islamiste dont on parle beaucoup, qui sont les frères musulmans, extrêmement riches à travers le monde. Et donc, cette confrérie islamiste, finalement, a pris le pouvoir. Mohamed Morsi était membre des frères musulmans, et il a fallu que l'armée fasse un coup d'État, remette de l'ordre dans les rues, parce qu'il y avait des manifestations dans tous les sens d'islamistes, tue des milliers d'islamistes, en mette en prison des milliers, beaucoup sont morts en prison dans des conditions d'ailleurs que la morale des droits de l'homme réprouverait, mais l'armée a rétabli l'ordre. Et aujourd'hui, c'est un général qui est devenu maréchal, qui s'appelle le maréchal Sissi, qui tient le pouvoir en Égypte. Ce n'est pas un homme extraordinairement recommandable, enfin, aucun rapport avec les islamistes. Et les chrétiens, qui sont quand même assez nombreux en Égypte, on ne sait pas très bien, mais il y en a au moins 10 millions. 10 millions de Coptes, qui s'appellent des Coptes en Égypte. La plupart sont d'ailleurs orthodoxes. Eh bien, ces chrétiens, depuis, sont beaucoup moins persécutés. Et notamment au Caire, maintenant, les églises sont protégées pour éviter les sanglants attentats. Vous avez peut-être en mémoire un attentat qui a eu lieu il y a 2 ou 3 ans, le jour de Pâques, dans la cathédrale du Caire, où il y a eu des dizaines de morts. Alors, Ben Ali en Tunisie tombe, Moubarak tombe, eh bien, il faut que la Syrie tombe. En plus de ça, ce sont des dictateurs sunnites qui tombent, qui sont remplacés par des islamistes sunnites, très bien. Mais dans le rêve sunnite dont je vous parlais tout à l'heure au début, c'est le moment de lancer ça en Syrie. Parce qu'en Syrie, qui est au pouvoir en Syrie? C'est très particulier, la Syrie. C'est un homme qui s'appelle Bachar el-Assad. Vous connaissez, je pense, tous son nom, parce que nos médias le considèrent comme un des pires individus ayant probablement existé dans l'histoire de l'humanité. Laurent Fabius a dit de lui que cet homme ne méritait pas de vivre, il s'arroge des droits divins, c'est extraordinaire. Et donc, la Syrie, c'est un cas à part. Pourquoi? Parce que la population sunnite est majoritaire, 70% de sunnites. Mettons 10% de chrétiens avant la guerre. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien. Les 10% de chrétiens, donc vous allez me dire 20% de chiites. Pas tout à fait. Les 20%, on ne les appelle pas des chiites. On les appelle des alaouites, du nom d'une branche de l'islam très originale, très particulière, qui s'est rattachée au chiisme par commodité, par protection. Mais quand les Français avaient un mandat sur la Syrie, ou quand les Français avaient des armées dans le coin, parce que la France a été très présente en Syrie, il y a un fonds francophone très fort en Syrie, eh bien, à ce moment-là, les Alaouites avaient expliqué aux Français qu'au fond, ils étaient un peu chrétiens, et qu'ils n'avaient pas grand-chose à voir avec l'islam. C'est une religion extrêmement originale, il n'y a pas de lieu de culte, il n'y a ni mosquée, ni église, il n'y a rien, c'est pas extraordinairement contraignant comme religion. Ils boivent de l'alcool, ils ont le droit, et ils sont extrêmement tolérants par nature. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de villages en Syrie qui sont peuplés et d'alaouites et de chrétiens. Et le jour de la Pâque, qui est le jour, la fête religieuse la plus importante au Proche-Orient, très loin devant Noël, Pâques c'est essentiel, eh bien, vous avez des familles alaouites qui viennent le dimanche chez leurs voisins chrétiens et ils boivent du vin ensemble pour célébrer Pâques. Donc on est loin de l'islam d'une certaine façon. Et tout au long des siècles, ce peuple alaouite, minoritaire, va se faire persécuter. Il va se faire persécuter par l'Empire ottoman. Vous savez que cette région a été ottomane pendant très longtemps. Le point de départ, pour vous faire juste 30 secondes, pour retenir les différentes phases, vous avez l'Empire romain, évidemment, qui tient tout le Proche-Orient. Puis après la chute de l'Empire romain, c'est l'Empire byzantin, Constantinople, qui va s'épuiser dans une guerre avec l'Empire perse, les Iraniens, et les Arabes, nouvellement musulmans venus d'Arabie, vont cueillir le morceau au 7e siècle, après la mort de Mahomet. Mahomet meurt en 632, et dans les années qui suivent, venus d'Arabie, vous avez des armées qui viennent déloger les Byzantins de toute cette zone-là, du Liban, de la Jordanie, de la Palestine, de la Syrie. Ils se feront déloger à leur tour par les Turcs, l'Empire ottoman, dont la main de fer sera terrible, notamment pour les chrétiens.
C'est de là que commence aussi la diminution des chrétiens. Ce n'est pas que récent, ce n'est pas que démographique. Finalement, depuis la chute de l'Empire romain, mettons la chute de l'Empire byzantin, parce que l'Empire byzantin était quand même chrétien, eh bien, les chrétiens se sont fait sans arrêt persécuter sur cette terre qui a vu naître le christianisme. N'oubliez pas, comme disent les amateurs de football, on est chez nous, ici, normalement. Un des grands-pères de l'Église s'appelle Saint Jean Damascène, Saint Jean de Damas. Et donc, c'est là qu'est née la religion, c'est là qu'il y a les églises les plus anciennes de l'histoire de la chrétienté. Et donc, pendant toute cette période, les Alaouites sont persécutés. Alors, ils se réfugient dans les montagnes pour essayer d'avoir la paix. Et donc, ça devient un peuple rude, analphabète, très pauvre. Le temps passe, ils continuent à être les larbins des sunnites qui les persécutent régulièrement. Et puis, au XXe siècle, les Français arrivent, ils essayent de constituer une armée syrienne qui ressemble à quelque chose, et les Alaouites, pour échapper à la misère, s'engagent dans l'armée. Au moins, il y a une paye. Et puis, ce sont des gars valeureux. Ils ont vécu dans la montagne, ils ont été beaucoup persécutés, ce sont des gens courageux. Et donc, ils s'engagent dans l'armée. Et à force de s'engager dans l'armée, ils deviennent nombreux dans l'armée, parce que c'est quand même 20% de la population. Puis il y a des chrétiens aussi. Il y a des sunnites également, bien sûr. Mais leur importance va croître. Elle va croître de façon telle que tout au long du XXe siècle, surtout à partir du départ des Français, grosso modo les années 40, 50, 60, vous allez avoir une succession de coups d'État, notamment militaires, et notamment fomentés par des Alaouites. Et Bachar el-Assad est le fils de son père, Hafez el-Assad, qui lui-même avait fait un putsch dans les années 60, qui lui a permis de prendre le pouvoir avec tous ses amis officiers alaouites. Et c'est comme ça qu'une minorité prend le pouvoir. Les sunnites des villes, qui s'étaient embourgeoisés gentiment, qui faisaient des affaires et qui étaient fort riches, avaient laissé l'armée à ces pecnos d'alaouites qui, à l'arrivée, ont pris le pouvoir. Voilà comment un pays où vous avez une majorité musulmane sunnite, eh bien, perd le pouvoir au profit d'une minorité alaouite, qui s'est comportée de façon extrêmement habile. C'est-à-dire que les Alaouites étant eux-mêmes une minorité, déjà, ils ont fichu la paix à toutes les minorités. Les chrétiens, pour commencer, les Druzes aussi, qui du coup les ont jamais embêtés. Druzes, une minorité très spécifique, ce serait un peu long d'en parler ce soir, mais c'est une minorité très présente près du plateau du Golan, que les Français avaient affronté avec beaucoup de difficultés. De nombreux soldats français sont morts, tués par les Druzes, qui étaient de redoutables combattants. Et aujourd'hui, ils s'étendent à cheval sur le Liban et sur le sud de la Syrie. Donc, ils ont laissé tranquilles les minorités, mais surtout, ils sont allés voir les sunnites d'affaires, les hommes d'affaires des villes sunnites. Et ils leur ont dit, nous, les affaires, on va en faire, bien sûr, puisqu'on est au pouvoir, quand même. Il y a toujours l'idée de gagner de l'argent. Mais on vous laisse tranquille, on ne vous empêche pas de faire vos affaires. Donc vous continuez à faire vos affaires, mais vous ne laissez faire de la politique. Et l'accord s'est fait comme ça. Et donc, finalement, les sunnites, qu'on peut qualifier de libéraux en quelque sorte, ont vécu en bonne intelligence avec ce régime qui leur fichait la paix, qui leur permettait de continuer à vaquer à leurs occupations lucratives. Les déshérités de l'affaire, c'était les sunnites des campagnes. Là, certaines campagnes sont assez riches. Il y a beaucoup de plantations de blé, d'oliviers, et donc il y avait une agriculture assez florissante. Mais dans beaucoup d'endroits de Syrie, la misère était très très forte. Et donc vous avez toute une population sunnite déshéritée qui n'a pas du tout profité de cet accord passé entre les Alaouites et les sunnites. Et donc en 2011, le printemps arabe, qui a renversé donc le pouvoir en Tunisie et en Égypte, va s'étendre en Syrie. Les premières révoltes se passent ici, dans le sud, à Deraa. Pourquoi ici? Elles n'étaient pas du tout spontanées. C'est parce que ici, il y avait des islamistes, depuis très longtemps, qui préparaient la guerre en Syrie. Parce qu'autant en Égypte et en Tunisie, c'était relativement spontané et relativement inattendu. Autant en Syrie, ça fait des années et des années que les grandes puissances sunnites, Arabie Saoudite et Turquie en tête, rêvaient de renverser ce régime syrien.
Et l'Arabie saoudite étant très liée avec les États-Unis, vous savez qu'il y a eu un accord en 1945 entre les Américains et les Saoudiens, pétrole contre sécurité. Cet accord aujourd'hui a tendance à devenir caduc, on va y revenir, mais en tout cas à l'époque ça marchait. Et donc, première révolte arrive ici dans le sud. Très rapidement, les Syriens, habitués à une répression assez peu diplomatique, se disent « bon, on va en tuer quelques-uns et puis ça ira mieux ». Oui, mais là, les kalachnikovs sortent vite. Et vous avez des combattants qui commencent à venir de là, parce qu'il n'y a pas de frontière vraiment ici, puis la Jordanie, ils sont gentils en Jordanie, mais ce n'est pas un vrai pays. Et donc, en plus de ça, ils sont en ruine permanente et ils sont sous assistance financière de l'Arabie saoudite. Et donc, les cargaisons d'armes et d'islamistes qui étaient dans le coin, la Jordanie n'avait pas son mot à dire. Alors que le souverain jordanien est plutôt quelqu'un de sympathique, pas du tout islamiste. Mais enfin, en tout cas, il n'avait aucun moyen d'empêcher ça. Et donc, la révolte part de là et va s'étendre dans toute la Syrie. Pourquoi elle va s'étendre? Eh bien, parce que l'armée syrienne, à ce moment-là, qui est très forte, il y a plus de 200 000 hommes, 250 000 hommes, la moitié de cette armée va déserter. Pourquoi? Parce que ce sont des sunnites. Et ce ne sont pas les sunnites libéraux et bourgeois d'affaires, etc. Eux, ils ne sont pas dans l'armée. Pas beaucoup. Et donc, la plupart des sunnites vont déserter pour rejoindre les manifestations et pour rejoindre les premières guérillas qui veulent renverser le régime de Bachar el-Assad. Les premiers combats sont du coup très compliqués pour l'armée syrienne. Parce que, en plein combat, elle voit partir des effectifs entiers, des chars qui s'en vont, qui devaient intervenir à un endroit, qui retournent leur tourelle et qui tirent sur les gars avec qui ils devaient attaquer telle ou telle milice islamiste. Donc il y a ce premier point qui est très complexe. Et puis ensuite, des milliers d'hommes arrivent. Ce n'est pas encore Daesh, mais des milliers d'hommes arrivent, des milices islamistes. Ils arrivent essentiellement de Syrie et d'Irak. Et ils sont payés et armés par qui? Par 3 pays, la Turquie, l'Arabie saoudite et le Qatar. Donc la Turquie par le nord, alors la Turquie n'a pas tant d'argent que ça. Enfin, il y a des armes et puis il y a des hommes qui passent. Par contre, vous savez que le Qatar est gorgé d'argent parce qu'il est gorgé de gaz, et l'Arabie saoudite est gorgée d'argent parce qu'elle est gorgée de pétrole. Chacun sa matière première. Et donc, ils vont armer, financer des milices islamistes, qui seront d'ailleurs concurrentes, parce que le Qatar et l'Arabie saoudite ne sont pas si copains que ça. C'est très compliqué. Mais, en tout état de cause, ils seront d'accord sur un point. Renverser Bachar el-Assad. Après, on verra. On verra. On se tapera sur la figure pour vraiment prendre le pouvoir. Mais il faut d'abord éliminer les chrétiens, les alaouites et les alliés sunnites. Dites-vous bien que si ça a tenu, c'est parce qu'il y avait aussi une grande partie de la population sunnite qui ne voulait pas des islamistes. Parce que très vite, c'est devenu islamiste, forcément. L'Arabie saoudite et le Qatar sont 2 régimes terriblement islamistes. Dans tous les pays musulmans, et au-delà dans tous les pays du monde, vous avez des millions et des millions de mosquées qui ont été construites dans le moindre pays perdu d'Afrique ou dans tout l'Occident par l'argent, essentiellement, de l'Arabie saoudite. Et tous nos régimes ont laissé faire le plus tranquillement du monde, se demandant, mais comment ont-ils autant d'argent pour construire une mosquée? C'était l'argent de l'Arabie saoudite. Ça n'est jamais caché, tout le monde le savait, et personne n'a rien fait. Donc, ça s'islamise très vite, ce conflit. Et quand je vous dis que ça va mal, c'est que ça va mal. Le grand mouvement islamiste s'appelle le Front Al-Nosra. Celui dont l'ineffable Laurent Fabius a dit un jour qu'il faisait du bon boulot. Il a dit ça à la télévision, le Front Al-Nosra, connu pour avoir crucifié des chrétiens après avoir pris un village où il y avait des chrétiens, le Front Al-Nosra. Et le Front Al-Nosra, figurez-vous, s'est coupé en 2. Heureusement, de temps en temps, on a cette chance. Et la partie la plus dure est partie fonder Daesh. Je dirais c'est une chance moyenne quand même. Pourquoi ils se sont séparés? Ils se sont séparés sur un concept très intéressant. Le Front Al-Nosra voulait continuer sa guérilla, disant le régime va finir par tomber. D'autres, les plus durs du Front Al-Nosra, avaient une autre idée en tête. Ils disaient on va rétablir le califat.
on va rétablir ce vieux rêve musulman, avoir à nouveau un califat. C'était quand le dernier califat? C'était les Turcs. Avant, il y avait le calife de Bagdad, le calife de Damas, mais après, il y a eu l'Empire ottoman. Dernier califat territorial. Et donc, ils ont dit, bon, on supprime cette frontière avec l'Irak, qui n'a pas de sens. C'est vrai d'ailleurs que cette frontière est très artificielle. C'est un diplomate français et un diplomate anglais, on a appelé ça la ligne Sykes-Picot, qui ont dessiné ça le plus tranquillement du monde, à toi la Syrie, à moi l'Irak. C'est comme ça que ça se faisait. Donc c'est vrai que cette frontière est parfaitement artificielle. Mais en tout état de cause, il y a eu cette différence entre Al-Nosra et Daesh, c'est-à-dire Daesh dit on fait un califat et on rétablit enfin le pouvoir d'Allah sur terre avec la Syrie et l'Irak. L'État islamique au Levant. En Irak et au Levant. L'État islamique en Irak et au Levant, c'est le premier nom francophone en quelque sorte de Daesh. Daesh étant l'acronyme arabe de l'État islamique. Et Al-Nosra dit aux gens de Daesh, c'est une erreur. C'est une erreur parce que quand vous aurez fait un territoire, eh bien, les mécréants occidentaux sauront où bombarder et qui bombarder. Et en fait, ils avaient raison. Intellectuellement, ils avaient raison. Il ne fallait pas faire ça. C'était sûr que l'État créé par Daesh, le nouveau califat, ça ne pouvait pas tenir, parce que ça devenait une cible extrêmement facile à identifier. En attendant, quand Daesh est proclamé en 2015, des milliers d'hommes viennent les rejoindre. Et pas seulement des milliers d'hommes de Syrie, des milliers d'hommes du monde entier. Que dis-je des milliers? Des centaines de milliers d'hommes. Ça vient de partout, du monde entier. D'Amérique, des Caraïbes. Figurez-vous qu'on a trouvé des combattants des Caraïbes. Ils étaient en tongs au pied des cocotiers et ils ont été mourir dans le désert syrien. Il faut quand même avoir une foi pour faire des trucs pareils. Vous en avez plein qui sont venus d'Europe, de notre 9-3 favori, plein. Du sud de la France, à Lunel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Lunel, dans l'Hérault. C'est incroyable cette ville. Il y a une douzaine de types qui sont partis mourir en Syrie. C'est venu du monde entier, le monde caucasien également en a beaucoup fourni. La Tunisie, comme je vous dis, la Belgique, énormément. Bref, toutes les banlieues occidentales islamisées vont fournir des combattants pour Daesh. Il y aura aussi des Chinois, des milliers de Chinois. Une minorité chinoise qu'on appelle les Ouïghours. Alors ça, même les islamistes syriens, ils ont fait une drôle de tête quand ils ont vu débarquer des Chinois. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ceux-là? Ça devenait une espèce de tour de Babel absolument invraisemblable. En attendant, les affaires vont très mal. En noir, vous avez tout ce qui est devenu Daesh en 2015, juste après sa proclamation. Et en vert, c'est pas mieux, c'est pas Daesh, c'est Al-Nosra. Pas terrible. En rouge, c'est ce qui reste du régime syrien. Et en jaune, c'est les Kurdes. Les gars qui n'ont pas eu de pays et que c'est de leur faute. Si j'avais plus de temps pour développer, je vous expliquerai pourquoi. Bref, eux, ils sont assez nombreux dans ces coins-là et ils en profitent pour se tailler une certaine autonomie, avec d'ailleurs l'accord du régime syrien, qui n'a plus les moyens d'être sur tous les fronts. Et donc, petit à petit, ils se replient. Ils ont eu un nombre de morts considérable. On dit souvent que la guerre en Syrie a fait 300 000 morts. On ne sait pas très bien en réalité. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ces 300 000, il y a au moins 100 000 de l'armée syrienne. Donc ils ont eu des pertes considérables. Et donc petit à petit, ils reculent, ils protègent Damas, ils essayent de protéger Alep, où il y a un siège terrible, mais grosso modo, ils ont à peu près tout laissé tomber, sauf cette ville de Deir ez-Zor qui tient, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, et beaucoup d'alaouites qui sont ensemble au coude à coude pour tenir contre un siège terrible de Daesh. Et donc, vous voyez, en 2015, on en est là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que ça. Alors d'accord, c'est la partie la plus peuplée, la plus riche, on est au bord de la mer, et là, tout ce qui est gris, clair, c'est du désert, mais quand même, vous voyez, tout le long de l'Euphrate, vous savez qu'il y a deux grands fleuves. Au Proche-Orient, on apprenait ça à l'école, le Tigre et l'Euphrate. Bon, le Tigre, c'est en Irak, et l'Euphrate, c'est celui-là. Donc, il y a cette pression considérable, et puis là, vous avez beaucoup de taches vertes dans le sud, et Damas commence à être menacé. Si Damas tombe, c'est fini. Et là, vous avez tout le pays alaouite, et là, tournant de l'affaire, vous avez une base russe. Tartous, la seule base russe en Méditerranée. Je vous présente, alors on ne fera pas beaucoup connaissance parce qu'il n'est plus de ce monde, le général Soleimani, celui que Donald Trump a pris la liberté d'exécuter, ou d'assassiner, selon les goûts,
il y a quelque temps. Pourquoi je vous montre son image maintenant, alors qu'on n'est pas tout à fait encore sur l'Iran? Eh bien, parce que c'est lui. Il va jouer un rôle essentiel. Figurez-vous qu'en septembre 2015, il prend l'avion pour Moscou. Et là, il est reçu par Poutine et tout l'état-major de l'armée russe. Et Soleimani, qui suit ça depuis le début. Pourquoi il suit ça depuis le début? Eh bien, parce que l'armée syrienne, en énorme difficulté, avec surtout une insuffisance d'effectifs considérable, appelle au secours l'Iran. Elle appelle au secours les Russes, qui ne bougent pas beaucoup pour l'instant, et elle appelle au secours l'Iran. Et l'Iran va lui envoyer des combattants. Il y a au moins 10 000 combattants iraniens qui vont, et alors, ce sont de bons combattants, et ils vont aider l'armée syrienne en Syrie. Et dans le sud du Liban, le Hezbollah, très bons combattants, ceux qui ont résisté à l'invasion israélienne dans le sud du Liban, il y a quelques années. Ils ont eu énormément de morts, mais ils sont extrêmement courageux. Et donc vous allez avoir des milliers de combattants iraniens, des milliers de combattants du Hezbollah libanais qui vont venir en Syrie aider l'armée syrienne. Et sans eux, l'armée syrienne se serait effondrée. Simplement, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus parce que les milices islamistes sont de plus en plus nombreuses, gorgées d'argent, comme je vous l'ai dit, et d'armes aussi, et d'armes de plus en plus sophistiquées parce que figurez-vous que les Américains, les Français, les Anglais, dans leur grande sagesse, ont estimé que Bachar el-Assad ne méritait pas de vivre et qu'il fallait absolument changer de régime et venir à un régime démocratique. Ils se moquent de nous. C'était évidemment un régime islamiste, il n'y avait aucune alternative démocratique. Et alors les Américains ont essayé de poursuivre cette fiction en recrutant des hommes, les armer, les entraîner, les gorger de dollars et de munitions, et de les envoyer en Syrie combattre et le régime et les islamistes. Riche idée. Et donc, ils ont rejoint Daesh et Al-Nosra aussitôt après, sur le front syrien. Ils se sont vendus, je vous rassure, parce que ça vaut cher. Les milices islamistes, d'ailleurs, c'est très amusant, elles changeaient de camp régulièrement. Selon que le Qatar ou l'Arabie Saoudite payaient tant par semaine, eh bien, ils changeaient de camp. Alors maintenant, je ne suis plus du Qatar, je suis de l'Arabie Saoudite. Et quand la CIA est venue avec ses dollars, alors là, il y en a beaucoup qui sont passés dans le camp de la CIA. Mais dès qu'il s'agissait de faire le coup de feu, ils rejoignaient leurs copains islamistes. C'est une très très belle opération. Et donc, alors tout le monde y est allé, hein, services français occidentaux, tous y sont allés pour renverser le régime de Bachar el-Assad. Et alors Soleimani, donc, va à Moscou. Il est reçu par Poutine et par l'état-major russe. Et là, il leur dit, c'est fini, c'est fichu, on ne tient plus. Juste celle en arrière, la précédente. Là, ici, à cet endroit-là, le front est en train de craquer. C'est pas Daesh, c'est Al-Nosra. Là, vous avez 50 000 hommes d'Al-Nosra qui poussent et l'armée syrienne est en train de céder. Et donc Soleimani explique à Poutine, si vous ne faites rien, eh bien, c'est fini. Le régime syrien, dans 3 mois, est tombé. À Noël, Damas tombe. Enfin, ça, c'est moi qui rajoute Noël, parce que je ne suis pas sûr que Soleimani était très sensible à Noël. Mais enfin, bon, d'ici la fin de l'année, Damas tombe. Et donc, Poutine doit se décider. Suivante. Et avec son ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Je vous montre Lavrov parce que c'est le bras droit de Poutine pour les affaires étrangères. C'est un homme très remarquable, dont on parle peu, mais qui est d'une efficacité redoutable. Il est dans toutes les conférences internationales. Et c'est lui qui est vraiment l'homme de la politique étrangère russe. Et il va convaincre Poutine. Il va convaincre Poutine d'y aller, mais Poutine, de toute façon, était tenté. Et un dernier homme va emporter la décision de l'intervention russe qui va tout changer. C'est le patriarche de Moscou, figurez-vous. Parce que vous savez, ce serait un jour l'objet d'une conférence, dans la résurrection russe, depuis la chute du régime communiste, l'anarchie qui a suivi, et le renouveau russe avec l'arrivée de Poutine au pouvoir en l'an 2000, il y a eu en même temps un renouveau religieux en Russie. De très nombreuses églises ont été construites ou reconstruites. Les Russes, à certains endroits, disaient là, il y avait une église, mais les bolcheviks l'ont rasée en 1930, on l'a reconstruit. Et donc Poutine, qui à titre personnel n'est peut-être pas d'une immense piété, je ne suis pas là pour en juger, mais en tout cas culturellement, il est profondément religieux, parce qu'il sait que la religion orthodoxe et la Russie ne font qu'un d'une certaine façon.
Et culturellement, il sait qu'il faut remettre la religion au premier plan en Russie. Et le patriarche de Moscou, quelques jours avant la visite de Soleimani, va venir voir Poutine et va lui dire « Vous devez intervenir, parce que nous avons des frères chrétiens là-bas. » En Syrie, vous avez à peu près, parmi les chrétiens, 70% d'orthodoxes, 30% de catholiques. Et donc le patriarche de Moscou dit « On n'a pas le droit de laisser tomber nos frères chrétiens, ils vont tous se faire égorger. » Et donc, voilà ce qui va arriver. C'est-à-dire que la décision est prise. La décision est prise, et c'est l'aviation russe qui va arrêter le déferlement d'Al-Nosra par un déluge de feu. Les islamistes vont avoir des milliers de morts en quelques jours, sous les yeux stupéfaits des Américains, des Français, des Anglais qui s'étaient gaussés et qui avaient dit « Ah, ils vont en Syrie, ils ne savent pas ce que c'est que la Syrie, ça va être leur Afghanistan. » C'est vrai que l'Afghanistan, ça a été un échec terrible et pour l'Union soviétique, et après, pour les Américains, qui vont bientôt s'en aller piteusement et laisser la place aux islamistes, après avoir dépensé des milliers de milliards de dollars pour essayer de maintenir un régime qu'ils avaient eux-mêmes contribué à démolir quelque temps avant. Et donc, ce déluge de feu va sauver le régime dans un premier temps. Et on découvre que la Russie a de nouveau une armée, pas gigantesque en nombre, mais très efficace. Et donc la reconquête a lieu. La reconquête a lieu, ça c'est un drapeau syrien, et on reprend vers Daesh. Là c'est beaucoup plus dur. D'ailleurs aujourd'hui, autant ça a été complètement reconquis sur Daesh, autant ça, cette province d'Idleb, encore au moment où on parle, il y a des combats terribles qui se passent dans cette province, entre Al-Nosra, toujours là, 40 000 hommes, et l'armée syrienne qui essaye désespérément de reprendre cette poche. En attendant, tout le reste va être nettoyé. Et l'offensive vers le désert se fait à toute vitesse pour libérer Deir ez-Zor. Deir ez-Zor, c'est un symbole. C'est un symbole à double titre. Parce que premièrement, c'est là que les derniers Arméniens sont morts du génocide. Les Turcs, avec la complicité active des Kurdes. N'oubliez jamais ça, les Kurdes ont été des grands zélateurs du génocide arménien. Pourquoi ? Parce qu'après avoir expulsé les familles arméniennes et les avoir tués tout de suite ou jetés sur les routes pour qu'ils meurent de faim et de soif à Deir ez-Zor, ils prenaient leur maison après. C'était le seul objectif, parce qu'il n'y avait aucune idéologie dans tout ça pour eux. Chez les Turcs, il y avait une véritable idéologie. Et, deuxième raison, parce que Deir ez-Zor, il y a une forte communauté chrétienne. Il y a eu un siège terrible de Daesh, et donc il faut saluer les combattants de Deir ez-Zor, parce que ça a été un siège extraordinaire, auquel ils ont résisté avec un courage, une foi et une bravoure incroyables, alors qu'ils étaient 10 fois inférieurs en nombre. À la fin, dans les dernières semaines, c'était des gamins de 12 ans, de 13 ans, qui prenaient des kalachnikovs et qui, derrière les barricades, faisaient le coup de feu contre Daesh. Et donc, ils ont récupéré leurs églises, ils ont chassé Daesh, puisque l'armée syrienne, donc, revigorée par l'intervention russe, et la première chose qu'ils ont faite dans ces églises en ruine, ravagées par la guerre et par Daesh, qui prenaient grand soin de tout casser dans les églises, eh bien aujourd'hui, ils reconstruisent leurs églises, et la première chose qu'ils ont faite, c'est d'aller de nouveau à la messe, qu'ils n'avaient pas pu faire depuis 8 ans. Alors, il faut réfléchir maintenant à une chose. Parce que, en géopolitique, il faut se dire comment les choses se passent, c'est ce qu'on est en train de faire, mais après, il faut se dire pourquoi. Fondamentalement, pourquoi les Russes sont intervenus en Syrie, renversant ainsi le cours de la guerre. Alors bien sûr, il y a le patriarche de Moscou, bien sûr, il y a les chrétiens syriens, bien sûr, il y a la base navale russe. Mais ça ne suffit pas à expliquer un tel revirement. Pour la première fois, la Russie, depuis très longtemps, intervenait, pas si loin de ses bases que ça, mais tout de même, relativement loin. Qu'est-ce qui explique ça ? Une série de faits qui se sont déroulés les uns après les autres. Après la chute de l'Union soviétique, en 1991, le régime russe est entré en décadence complète. Il y avait un dirigeant qui s'appelait Boris Eltsine, qui était pas mal au début. Mais il avait dans l'idée, on va faire la paix éternelle avec les États-Unis. Et l'Occident, moi je me sens plus européen qu'asiatique, et donc on va faire la paix éternelle, on supprime le pacte de Varsovie par définition, ils vont supprimer l'OTAN, qui n'a plus de raison d'être, et on va travailler ensemble, il n'y a plus aucune raison d'avoir la moindre opposition.
Et ce qu'avaient demandé les Russes, c'était une chose, c'est qu'au fur et à mesure que l'Empire russe se délitait, puisque toute une série de pays ont demandé leur indépendance, du coup, de régions russes, les pays baltes, l'Ukraine, la Biélorussie, et tous les pays du Caucase, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, etc. Donc tout cela ont pris leur indépendance, et l'exigence russe, c'était, ces pays-là ne doivent pas adhérer à l'OTAN, parce que sinon on prendra ça, nous, pour une agression, donc on vous demande de dissoudre l'OTAN comme le pacte de Varsovie a été dissous. Vous savez que l'OTAN, c'est l'alliance militaire des pays occidentaux. Et en face, le pacte de Varsovie, c'était l'alliance militaire des pays communistes. La guerre froide a vécu comme ça, avec deux organisations militaires. Le monde communiste s'effondrant, le pacte de Varsovie n'existant plus, les Russes attendaient, les Russes devenus du coup non communistes, que l'OTAN s'arrête également. Pas du tout. Parce que l'idée américaine, c'était de dominer le monde à ce moment-là. L'ennemi russe, l'ennemi soviétique était détruit, la Russie était très affaiblie, mais quand même, potentiellement, comme l'avait très bien démontré Tocqueville, la Russie sera toujours, à un moment donné, une grande puissance à nouveau, de par sa position géopolitique, le pays le plus grand du monde, et de loin, même en dépit de toutes ses faiblesses économiques et démographiques, notamment. C'est un pays qui perd de la population chaque année, ce qui n'est quand même pas extrêmement bon signe. Et donc les Américains vont continuer leur expansion. Pourquoi ? Parce qu'ils sont partis de cette idée qui a été développée par un géopoliticien américain qui a dit, voilà, maintenant c'est la fin de l'histoire. Il a écrit un article, non, la fin de l'histoire. Et ça a beaucoup frappé la classe politique américaine qui est partie de ce concept-là. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on vivait dans un monde bipolaire. Il y avait le monde occidental, libre, et le monde communiste. Et avec l'effondrement du monde communiste, on part dans un monde qui devient unipolaire. On n'est plus dans un monde bipolaire. Et donc les Américains ont dit, c'est la fin de l'histoire, maintenant nous dominons le monde. Mais il faut contenir deux pays, la Chine, qui économiquement nous menace, et la Russie, dont il faut se méfier toujours. Et donc ils vont faire adhérer à l'OTAN toute une série de pays, et la Russie aura cette impression d'encerclement contre laquelle elle ne pourra rien faire. Et ensuite vont se dérouler toute une série d'événements qui vont faire reculer les Russes partout, les humilier. Vous avez l'affaire du Kosovo en 1999. Vous savez que les Balkans, puisque le monde communiste a éclaté, la Yougoslavie communiste a éclaté aussi. Organisée par les pays occidentaux, c'est une conférence en soi, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro ont autoproclamé leur indépendance. Ça a été des guerres terribles, vous le savez. Mais il s'est passé quelque chose de très original, plusieurs années après, parce que la guerre dont je vous parle, ça va de 92 à 95, 96. Et puis en 99, cette région-là, qui s'appelle le Kosovo, qui se situe donc au sud de la Serbie, appartenait à la Serbie, mais depuis des siècles et des siècles. Simplement, ces braves Serbes, ils sont comme nos amis libanais, ils ne font pas d'enfants. Et là, à côté, vous avez un pays très pauvre, très musulman, qui petit à petit a émigré au Kosovo et qui a fait beaucoup d'enfants. Et donc, les Serbes sont devenus minoritaires, très minoritaires. Et donc, bien travaillés par les Albanais, petit à petit, ils ont commencé à avoir des velléités d'indépendance. Les Serbes disaient, l'indépendance, c'est une province serbe depuis toujours. C'est comme si nous, la Seine-Saint-Denis, demandait aujourd'hui son indépendance, parce qu'ils ont la majorité. Et si ce n'est pas fait, c'est pour bientôt. Et donc, les Serbes n'occupaient pas le Kosovo, étaient chez eux au Kosovo. Et donc, en 1999, les Américains ont dit aux Serbes, avec la complicité des Français, des Anglais, des Allemands, je la fais brève, ont dit aux Serbes, il faut vous retirer du Kosovo, il faut partir. Les Serbes ont dit, mais hors de question, c'est chez nous. Et donc, ça se bagarre. Là, vous avez des maquis islamistes, tenus par un mouvement monstrueux qui s'appelle l'Učeka, qui se faisait de l'argent avec du trafic d'organes sur les prisonniers serbes. Inutile de vous dire qu'on ne voyait jamais les prisonniers serbes, puisqu'on avait vendu tous leurs organes. Authentique, hein. Et donc, les combats étaient extrêmement durs entre Serbes et Kosovars. Et puis les Serbes ont fini par gagner, par repousser les maquis kosovars. Donc ça a agacé nos grands penseurs occidentaux. Et malgré la résistance russe, mais la résistance diplomatique,
parce qu'on est en 99, Poutine n'est même pas au pouvoir, il n'y a plus d'armée russe. Et donc les Américains vont bombarder, non pas le Kosovo, mais la Serbie, pour obliger les Serbes à quitter le Kosovo. Grande humiliation pour les Russes, les Serbes sont des orthodoxes, ce sont des alliés de toujours, et donc les Russes ne peuvent pas aider la Serbie, et la Serbie doit quitter le Kosovo. 4000 civils serbes assassinés, il n'y a pas d'autre mot, par l'aviation de l'OTAN. Et puis 2003, George Bush, vous l'avez reconnu, c'est la seule fois de sa vie où il va revêtir un treillis militaire, parce que comme il a été réformé du service militaire, il n'avait pas porté de treillis militaire. Mais ce jour-là, il en porte un, pourquoi ? Pour proclamer que la Grande Amérique va envahir l'Irak. Et alors, c'est un événement qui va consterner les Russes, parce qu'en Irak, il y a qui ? Il y a un dictateur, sunnite, vous avez l'habitude maintenant, laïque, corrompu, on multiplie les pléonasmes là, mais il avait une grande vertu, il mettait les islamistes en prison. Et il sortait jamais de prison, parce que c'était quand même un sauvage. Et quelle était la caractéristique de ce régime irakien ? Eh bien, c'est qu'il y avait une majorité de population chiite, avec un dirigeant sunnite. C'est le contraire de la Syrie. C'est incroyable. Et donc, les Américains, et pour eux, ce sera une erreur stratégique majeure, ils vont renverser Saddam Hussein. Pourquoi ? Pour mettre la main sur l'Irak, et comme ils sont très présents dans le sud du Proche-Orient, mais pas dans le nord, c'est l'occasion de mettre la main sur un régime qui, de toute façon, n'a la sympathie de personne, et donc personne n'empêchera les Américains. Il n'y a que la France, pour une fois, qui dira « mais non, c'est pas du tout une bonne idée, parce que ça va semer le chaos ». Oui, ça a semé le chaos. Mais le paradoxe de l'affaire, c'est qu'ils ont renversé un sunnite, alors que les Américains sont alliés avec les sunnites, sont alliés avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, avec la Turquie. Ils ne sont pas du tout alliés avec les chiites. Ils n'étaient pas alliés avec la Syrie et ils n'étaient pas alliés avec l'Iran, pas du tout. Et là, le paradoxe de cette situation, c'est que les Américains vont renverser un régime sunnite et puis ils font des élections démocratiques derrière. Ils adorent ça. La démocratie, c'est formidable. Et donc, on va faire voter le peuple. Oui, mais dans ces pays-là, ça ne marche pas de la même façon du tout. On n'est pas de droite, on n'est pas de gauche, ça n'existe pas, ces trucs-là. On est musulman ou on est autre chose, ou on est chrétien, ou on est druze, que sais-je. Et puis, si on est musulman, on est chiite ou on est sunnite. Alors si on est chiite, on vote pour un candidat chiite. Il n'y a pas de candidat chiite de droite, de centre-gauche ou d'extrême droite, ça n'existe pas. Et si on est sunnite, on vote sunnite. Et comme les chiites représentent 70% de la population, aux surprises, ils ont gagné les élections. Et donc les Américains ont réussi l'exploit extraordinaire de renverser un dirigeant sunnite pour installer un régime chiite qui aujourd'hui est le meilleur allié de Téhéran. Bravo, belle opération. En attendant, et alors ça a définitivement détruit les chrétiens d'Irak, mais en attendant, pour les Russes, nouvelle humiliation, parce qu'ils étaient alliés avec Saddam Hussein, ils lui avaient fourni beaucoup d'armes, beaucoup d'argent, ils le portaient un peu à bout de bras économiquement. Et donc, en 2003, ils ne peuvent rien faire, ils protestent, mais l'armada de l'OTAN, l'armada américaine arrive et balaye l'Irak. Le pompon, ça va être la Libye. Alors là, pour une fois, c'est pas l'oncle Sam qui est à la manœuvre, c'est notre ami Nicolas. Alors Nicolas, il a décidé que Kadhafi était méchant. Alors, évidemment que Kadhafi est méchant, c'était gentil, ça se saurait. Et donc Kadhafi, un dictateur, sunnite, laïque et corrompu. Et donc, avec lui, les islamistes sont en prison, ça c'est sûr. Mais il a une autre utilité considérable. Et avoir renversé ce régime et tué Kadhafi, c'est un crime contre nous, c'est un crime contre l'Occident. Parce que la fonction de la Libye, et c'est pour ça qu'on l'a gorgé d'argent, ils devraient être gorgés d'argent parce qu'ils ont plein de pétrole, mais la corruption est telle qu'ils arrivent à être ruinés. Mais les comptes en banque des dirigeants libyens en Suisse, rassurez-vous, tout allait bien pour eux. Simplement, ils bloquaient l'immigration. Vous me suivez ? Ils bloquaient l'immigration. Parce que c'était un régime dictatorial. Et dans ces pays-là, les régimes dictatoriaux, ça n'a pas que le nom. Et donc, les immigrés qui voulaient quitter le Niger plus bas, enfin tous les pays d'Afrique noire, qui sont venus après, eh bien, il n'était pas question qu'ils traversent le désert, il n'y en a pas un qui arrivait vivant. Donc il n'y avait pas d'immigration. C'était la fonction de Kadhafi. Et puis au moment des printemps arabes, on est en 2011 là, printemps arabe, à Benghazi, vous avez une révolte totalement islamiste. Totalement. Benghazi, la ville la plus islamiste de Libye. Et donc, de Tripoli, la capitale,
le méchant Kadhafi envoie ses chars pour aller remettre de l'ordre à Benghazi. Et à ce moment-là, on nous fait le coup de l'aide humanitaire, on nous fait le coup du grand massacre qui se prépare, un méchant dictateur va tuer des braves gens, et donc Sarkozy, pour des raisons assez obscures, a décidé de détruire ce régime libyen. On a dit après que c'est parce que Kadhafi avait financé sa campagne électorale en 2007 et que ça commençait à remuer. Il y avait des hommes d'affaires libanais, nommés Takedine, qui disaient « Mais si, moi j'avais les mallettes, c'était bourré de millions et de millions d'euros pour financer la campagne. » Bon, peut-être, peut-être pas. Il y aura un procès un jour, on le saura peut-être. Mais c'est pas sûr, ces trucs-là, on n'est pas sûr. Même l'affaire Stavisky, vous voyez, on ne sait toujours pas vraiment qui a tué qui dans l'histoire. Donc il y a des trucs qu'on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Sarkozy a réussi à convaincre le Premier ministre anglais de l'époque, ce grand bonnet de James Cameron, pour lui dire c'est épouvantable ce qui va se passer à Benghazi, ça va être un bain de sang. Et vous aviez BFM, TF1, France Inter, qui relayaient tout ça, le bain de sang de Benghazi qui se prépare, l'horrible Kadhafi. Il l'avait reçu à l'Élysée avec sa tante, ses bédouins et ses chameaux quelques mois avant. Et donc, fin du fin, les Américains disent « Ah ben nous on veut en être ». Hillary Clinton, secrétaire d'État de Barack Obama, envoie également quelques avions, tout ça pour détruire l'armée libyenne et renverser le régime. Et les Russes avaient dit aux Américains, bon, c'est 2011, donc les Russes, ça recommence à exister un peu, mais on ne les avait pas vus à l'œuvre en Syrie. Donc les Américains ne se méfiaient pas trop. De toute façon, militairement, il ne se passera pas grand-chose. D'ailleurs, c'est vrai, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais les Russes ont dit, bon, si vous voulez, vous faites voler quelques avions, croiser quelques bateaux, mais pas de blague, on ne renverse pas le régime. Promis, juré. Du coup, les Russes ne mettent pas leur veto à l'ONU. Poutine n'était plus président à ce moment-là, c'était Medvedev, qui est un tout petit peu moins intelligent. Il a cru les Américains, c'est très très étrange. Et donc, évidemment, la promesse n'a pas été tenue. Évidemment, l'armée libyenne a été ratiboisée par l'aviation franco-anglo-américaine, et le régime est tombé. Et on a poursuivi Kadhafi jusque dans des égouts où il s'était réfugié pour lui loger une balle dans la tête. Et on a dit que c'était des Libyens qui se vengeaient. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y avait plein de services secrets de tous les pays occidentaux qui étaient autour des égouts en question. Donc, Kadhafi exit, l'anarchie s'installe en Libye, et puis pour nous, occidentaux, des millions d'immigrés qui s'en vont, qui traversent la Méditerranée. Le bonheur ultime. Belle opération de Nicolas Sarkozy. Mais pour les Russes, une humiliation de plus. Et ça, c'est le dernier point qui va pousser les Russes à intervenir. Les Russes commencent à avoir un gros problème avec les islamistes caucasiens. Et lui, c'est un gabarit exceptionnel. Il s'appelle Omar. Omar le Tchétchène. C'est un Tchétchène. Les Tchétchènes, c'est le cauchemar des Russes, depuis des décennies. Déjà au XIXe siècle, il y avait des combats terribles entre l'armée russe et les Tchétchènes. Ces musulmans, très bons combattants, en plus des hommes des montagnes, des hommes rudes. Et donc, tout au long des décennies, il y a eu des combats entre Tchétchènes et Russes. Et le monde caucasien est devenu très islamiste. Il y a eu 2 guerres de Tchétchénie. L'armée russe a beaucoup souffert. La première fois, elle a perdu en 1994 sous Eltsine. La deuxième fois, elle a gagné avec Poutine. Et ça a été une désinformation en Occident considérable sur la guerre en Tchétchénie. Et notre ami Omar le Tchétchène, qui avait déjà combattu l'armée russe vigoureusement, est parti en Syrie avec des milliers de Tchétchènes. Ça n'a pas été drôle pour l'armée syrienne. Et donc Poutine, quand il a donné son feu vert, a dit à ses amis de l'état-major de l'armée « Je ne veux pas que ces hommes rentrent ». Et donc, il est mort. Et à Noël dernier, on ne perd pas toujours toutes les guerres. Vous avez le méchant Bachar el-Assad, le méchant Vladimir Poutine, les deux haines de nos médias, qui célèbrent Noël avec le, je ne sais pas comment on dit, patriarche orthodoxe de la cathédrale de Damas. Et aujourd'hui, la situation en Syrie est la suivante. Vous avez donc l'armée syrienne qui a reconquis la majeure partie du territoire. La province d'Idlib, que vous aviez tout à l'heure,
où là, il y a des combats terribles. Alors, petit à petit, l'armée syrienne grignote, mais c'est pas facile. Ça fait beaucoup de morts. Les Turcs ont profité du retrait américain. Les Américains protégeaient les Kurdes. Et quand les Américains se sont retirés de ces régions-là, les Turcs, qui depuis le génocide se sont fâchés avec les Kurdes, disent « nous, on ne veut pas d'autonomie kurde le long de nos frontières », donc ils s'y sont mis aussi. Alors vous voyez l'imbroglio, vous avez l'armée syrienne, vous avez Al-Nusra, vous avez les Turcs qui sont là, et les Kurdes qui sont là aussi, protégés par les Américains. Donc on en est là. Et donc ça va être repris, un jour ou l'autre. Ça va coûter cher, mais ça va être repris parce que la carte est là, mais il y a 3 mois, elle était là, et dans 2 mois, elle sera là. Petit à petit, ça grignote. Le gros problème, ça va être de convaincre les Américains de partir. Les Américains se sont installés là, pas très nombreux, mais il y a les Kurdes, qu'ils payent, qu'ils entretiennent. Et pourquoi ils sont installés là? Parce que là, il y a tous les puits de pétrole syriens. Et Trump, avec sa franchise désarmante, a dit « moi j'aime le pétrole ». Et nous resterons en Syrie pour protéger le pétrole. C'est pas joli, ça? Alors, petit à petit, l'armée syrienne revient à Raqqa, qui fut la capitale de l'État islamique, de Daesh, à Assaké, à la demande des chrétiens d'Assaké, qui sont très nombreux dans cette région-là, et dans toute cette partie-là. Mais Turcs, Kurdes, Américains, vous sentez que là, on est quand même un peu dans l'Orient compliqué. Cela étant, le régime ne tombera plus maintenant et les islamistes ne gagneront pas. Pour l'Occident, c'est une défaite stratégique absolue, parce que du coup, ils sont devenus inaudibles, personne n'a compris leur stratégie, et les Russes, aujourd'hui, sont les seuls au Proche-Orient à pouvoir parler avec tout le monde. Mais alors, il y a l'Iran dans l'histoire. Lui, c'est le Shah d'Iran, espèce d'empereur, qui a été mis au pouvoir par les Américains. Les Américains avaient fomenté un coup d'État dans les années 50 et avaient installé le Shah d'Iran, qui était tout content, parce que c'est une vieille dynastie iranienne, hein, ils ne l'ont pas sorti de n'importe où. Et le Shah d'Iran, qui était pro-américain, s'est fait renverser par une révolution islamiste en 1979 par l'ayatollah Khomeini. Et alors, si vous regardez bien derrière, vous voyez ce petit képi là, c'est de chez nous. C'est un petit gendarme français qui est là, ou un petit policier. D'ailleurs, vous avez même une petite maison en meulière derrière, on est vraiment chez nous. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a encore été brillants dans l'histoire. On n'a rien trouvé de mieux qu'au moment où la révolution islamiste éclate en 1979. Alors, il est vrai qu'à la décharge du président Valéry Giscard d'Estaing, de triste mémoire, il n'est pas encore mort, enfin en tout cas, du mauvais président de la République, eh bien, on ne savait pas très bien ce que c'était qu'une révolution islamiste. L'islamisme, c'est un truc très récent. Il faut bien raisonner là-dessus. Et on n'a pas compris que c'était une révolution islamiste. Et alors ce brave ayatollah Khomeini, qui voulait renverser le régime et rétablir une théocratie, un régime religieux chiite, eh bien, il a été accueilli en France comme réfugié politique. Alors, le Shah d'Iran était furieux, on était alliés avec le Shah d'Iran depuis des décennies. Et le Shah d'Iran dit « mais n'accueillez pas ce type, c'est un fou furieux ». Si on l'a accueilli dans cette petite maison en Meulière, dans les Yvelines, un petit coin charmant qui s'appelle Naufle-le-Château, et qui était devenu le centre de la révolution iranienne. Vous aviez des milliers de mollahs, de soldats iraniens, de militants qui passaient, enfin de soldats islamistes, qui passaient là et qui repartaient faire la révolution en Iran. Et cette révolution a marché. Le Shah a été renversé. Les hommes du régime du Shah ont été rudement châtiés. Et ce régime qui a un président a surtout aujourd'hui un guide suprême. Alors le guide suprême, c'était l'ayatollah Khomeini, qui a fini par mourir. Et aujourd'hui, c'est Khamenei. Pas Khomeini, c'est Khamenei. Peu importe, à la limite, ça vaut pas mieux. Et donc Khamenei, là qu'on voit en train de distiller ses paroles d'amour à la mosquée de Téhéran, continue à entretenir ce régime théocratique dans une espèce de folie religieuse, de fanatisme religieux, qui exaspère finalement le peuple iranien. Surtout le peuple des villes qui en a assez de cette chape de plomb qui pèse sur lui depuis 1979 maintenant.
Pourquoi je reviens en arrière sur cette révolution? D'abord pour qu'on comprenne d'où vient l'Iran, mais aussi d'où vient cette haine très particulière de l'Amérique contre le régime iranien. Elle a un aspect stratégique, d'abord. N'oubliez pas une chose, sunnite-chiite. La clé de lecture, c'est ça, toujours sunnite-chiite. Quand vous pensez à des musulmans dans tel pays, dites-vous, en fait, sunnite ou chiite? Alors chez nous, c'est très simple, ils sont tous sunnites. Hein. Et ce n'est pas les plus drôles parce qu'il y a quand même une différence idéologique. Je ne vais pas rentrer dans les différences religieuses parce que ça nous entraînerait loin. Mais, pas forcément passionnant. Mais il y a une différence stratégique qui est importante entre les deux. Les sunnites adorent exporter leurs idées. Les sunnites. Les chiites, ça leur est un peu égal, dans le fond. Le rêve d'un sunnite, c'est pour ça que c'est eux qui ont fait Daesh, c'est eux qui ont voulu rétablir le califat. Leur rêve, c'est un jour que la France, ça arrivera peut-être, hein, à force, que la France, par exemple, devienne une république islamiste, sunnite. Les chiites s'en fichent complètement. D'abord, il n'y a pas de chiites en France, donc le problème ne se poserait pas, mais même, ça ne fait pas partie de leurs réflexes, ça ne fait pas partie de leur gêne. Ça ne rentre pas dans leur stratégie. Ils peuvent faire à certains moments des attentats terroristes, ils en ont fait dans le passé, ça leur est passé aujourd'hui, mais ils en ont fait. On a toujours pensé que les parachutistes français du Drakkar à Beyrouth, qui étaient morts dans l'effondrement de leur immeuble, pareil d'ailleurs pour les Marines américains, quelques semaines après, on a toujours pensé que c'était un coup des services secrets iraniens. Alors on a accusé, pour éviter de trop se fâcher avec l'Iran, on a accusé la Syrie, mais il semble quand même bien que ce soit l'Iran, mais là non plus, on n'en est pas tout à fait sûr. Donc de toute façon, stratégiquement, les Américains sont alliés avec les sunnites, et les sunnites et les chiites se détestant, il faut choisir. Et donc ils ont choisi les sunnites, à cause du pétrole. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est le pays du pétrole. Parce que le Qatar, c'est le pays du gaz, à cause des matières premières. Et donc, il y a une très vieille alliance. Ils ont même réussi à convaincre les Saoudiens de devenir copains avec les Israéliens. Il faut le faire. C'était pas gagné quand même comme histoire, entre des islamistes et des juifs. C'était pas gagné. Eh bien, ils ont réussi. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite et Israël sont tout à fait amis. Et donc, si on est très allié avec les sunnites, on n'est pas très allié avec les chiites. Premier sujet. Deuxième sujet. L'obsession américaine en politique extérieure, dans ce coin, spécifiquement, c'est la protection de l'État d'Israël. On ne comprend la politique extérieure américaine au Proche-Orient que si on assimile le fait que la protection d'Israël est au cœur de la politique américaine. Pourquoi? Parce que ce sont des protestants. Ah, ça va vous paraître paradoxal. Ça n'est paradoxal qu'en apparence. Si vous vous rappelez de vos cours d'histoire et de la création des États-Unis, des premiers pères fondateurs, comme on les a appelés, sur le Mayflower, ce bateau, et puis d'autres qui ont suivi tout au long du XVIIe, du XVIIIe. Qui sont ces premiers immigrants qui vont imprimer leur marque sur les États-Unis? Et encore aujourd'hui, elle est extrêmement forte, extrêmement sensible. Ce sont des protestants puritains qui quittent l'Angleterre, les pays nordiques, la Hollande, et qui ne supportent plus, ne serait-ce que des protestants libéraux. Et donc, ils vont créer un nouveau pays. Et que disent-ils quand on lit leurs écrits de leur époque? On va créer une nouvelle Israël. On va créer une nouvelle Jérusalem. Parce qu'ils sont... Le Nouveau Testament, ils le lisent un peu, mais c'est surtout l'Ancien Testament, ça vous le savez, vous l'avez appris, ils sont imbibés d'Ancien Testament. Et donc, Israël, pour eux, c'est comme eux. Et donc, il faut sauver Israël. C'est pour ça que Trump, quand il s'est fait élire, il avait promis, pour faire plaisir à son électorat, non pas juif, comme on le croit, de façon un peu superficielle, mais protestant évangélique. Il avait dit, la capitale d'Israël sera, l'ambassade américaine en Israël sera transférée de Tel Aviv à Jérusalem. Ça a l'air de rien comme ça, c'est pas fondamental. Si, c'est fondamental. Et donc, sur TF1, sur BFM, dans le Figaro, dans Le Monde, sur France Inter, ils vous ont dit c'est pour flatter son électorat juif. Pas du tout. C'est pour flatter l'électorat évangéliste, parce que c'est un vieux rêve des protestants évangéliques d'avoir Jérusalem comme capitale. Pourquoi? Parce que c'est là qu'à la fin des temps, le Christ viendra pour sauver les hommes, au moment de la fin des temps. C'est une conviction protestante. Et le fait que la capitale d'Israël, symbole de l'Ancien Testament, soit de nouveau à Jérusalem,
et que donc ce ne soit plus Tel Aviv, et que donc l'ambassade américaine donne le signal de ce transfert de capital, c'est, sur le plan religieux, pour les évangélistes américains, fondamental. Il faut bien que vous compreniez ça. Et donc, après, il y a un aspect sentimental, ce que vous voyez là. Ce sont les otages américains en Iran, à l'ambassade. Un mouvement de foule, fomenté par les services secrets iraniens, ont permis l'invasion de l'ambassade américaine à Téhéran peu après la révolution islamique. Et ces gens-là, les gens de l'ambassade américaine, vont rester en otage un peu plus d'1 an. Les yeux bandés, assis par terre, ligotés. Ils n'ont pas rigolé. Les Américains n'ont jamais pardonné cette humiliation. Et depuis cette prise d'otage, tout président américain rêve de détruire l'Iran. J'ai encore un peu de temps, il s'est levé, c'est très inquiétant. 2 ou 3 caramba. Bon, alors je vais très vite. Et donc, Trump, lui, a relancé les hostilités contre l'Iran. Sagement, comme Obama d'ailleurs, il n'est pas intervenu en Syrie. Un peu. Il a mis la main sur les puits de pétrole. Mais il a dit au bout d'un moment à la CIA, vous arrêtez de fournir des armes aux islamistes. Terminé. Donc lui, il a relancé les hostilités contre l'Iran, malgré le fait que le président iranien élu, et malgré son turban, c'est un modéré, par rapport au guide suprême que je vous ai montré tout à l'heure, qui lui est un dur. Et lui a essayé de négocier un accord nucléaire avec les pays occidentaux pour que l'Iran arrête ses recherches nucléaires. Et pour qu'il y ait un accord et qu'il y ait une aide économique qui reprenne pour l'Iran, qui puisse remener une vie économique normale. Et Trump a donc dénoncé cet accord, notamment pour faire plaisir aux dirigeants saoudiens, le jeune dirigeant saoudien qui veut soi-disant moderniser l'Arabie saoudite, pas du tout. Pas du tout, ça c'est une façade. Alors les femmes ont le droit de conduire en Arabie saoudite aujourd'hui. La belle affaire, ça ne changera rien au fait que ça reste une théocratie extrêmement dure et que sur le fond, l'obsession de l'Arabie saoudite soutenue par les Américains, c'est de mettre fin à la puissance iranienne. Et on va en terminer là-dessus, le point stratégique important qui fait que les Américains, au-delà de leur humiliation des otages, et au-delà du fait que la grande puissance chiite doit être affaiblie, eh bien, il y a tout le pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz. Et en face du détroit d'Ormuz, il y a l'Iran. Et l'Iran est un danger donc pour la libre circulation du pétrole. C'est une des raisons pour lesquelles il faut non pas abattre la puissance iranienne, elle est trop puissante. Il y a 80 millions d'habitants. Ce serait trop compliqué. Et donc, si vous voulez un pronostic, il paraît qu'il ne faut jamais faire de pronostic, je vais quand même en faire un. Tout ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines et ces derniers mois en Iran, et je m'arrête là, rassurez-vous, eh bien sûr que c'est une petite guerre, mais elle est petite. C'est aussi beaucoup, comment dirais-je, vous savez, il y a des sports martiaux où chaque combattant a besoin de l'autre pour exercer, pour faire un beau combat. C'est vrai pour des combats au sabre, par exemple. Eh bien là, c'est un peu ça. Les Américains ont besoin d'avoir un ennemi vis-à-vis du monde sunnite et vis-à-vis de l'opinion américaine pour dire, vous voyez, on reste fort, on va se retirer, mais on reste fort. Et la puissance chiite qui nous a humiliés, elle ne va pas s'en sortir comme ça. Mais ça n'ira guère plus loin. Et les Iraniens, pour conforter leur régime, qui vacille, parce que la population iranienne en a tout de même un petit peu assez de cette théocratie. Si vous voyez les images à la télévision des Iraniennes qui se promènent à Téhéran, le foulard, il n'est pas là, hein, il est là. Et pour provocation. Et celles qui l'enlèvent vont en prison, donc elles ne l'enlèvent pas. Mais elles font exprès, c'est un mouvement de révolte très larvé, de montrer la moitié de leurs cheveux, ce qui est déjà un tout petit peu risqué avec la police religieuse qui, avec ses coups de fouet, est capable de fouetter des femmes dans la rue si jamais le foulard n'est pas assez bien mis. Donc le peuple iranien en a assez de ce régime. Et cette confrontation avec l'Amérique permet de renforcer un nationalisme qui finalement bride un petit peu le mouvement de révolte qu'il pourrait y avoir. Mais donc pour toutes ces raisons-là, la guerre que Trump a déclarée à l'Iran, c'est une guerre plus politique que militaire et on ne doit pas s'attendre à un embrasement général au Proche-Orient entre les États-Unis et l'Iran. Je vous remercie.